de ces 3 défis. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois il faut que je revienne. C'est pas grave. Donc ça, c'est le fameux parcours qu'on a co-construit avec les partenaires de Toulouse Métropole donc sur le territoire. Donc ça, on l'a initié en fait à la base en 2012. Et quand je vous parlais du fameux label là en 2019, on est parti de ce qu'on avait co-construit à la base en 2012 et on a regardé en gros quels étaient les manques qui permettaient de répondre aux besoins des entreprises pour venir proposer de nouveaux dispositifs. Donc, à l'époque, par exemple, on a initié la création de Première Brique, qui est un incubateur d'innovation sociale, et du parcours adresse, qui est un parcours d'accompagnement spécifiquement créé pour accompagner les projets de l'ESS. Plein d'autres outils. Et là, par exemple, à partir de 2019, on s'est projeté sur de nouveaux outils. Donc, je vais donner juste un exemple. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce parcours. Ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Mais par exemple, on a créé un nouveau dispositif qui s'appelle J'agis pour demain, où l'idée, c'est d'accompagner et de former les porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire pour mener des campagnes de financement participatif. Bon, voilà, c'est un parcours qui est évolutif et dans une méthode itérative, on est toujours en train d'évaluer et regarder quels trous on peut combler dans la raquette, en fait, quels sont les manques et comment y répondre tous ensemble. Donc, pourquoi on a voulu mener une démarche d'évaluation? En fait, ce qu'il faut savoir, moi, ça fait 10 ans que je travaille à la métropole, donc j'ai fait partie de celles qui ont initié cette politique publique. Et en fait, je viens de l'économie sociale et solidaire, moi, parce que par ailleurs, mon premier emploi dans l'ESS, c'était à la DPES, donc l'ancien MES, on va dire. Et en fait, on a une culture dans l'économie sociale et solidaire quand même d'évaluation, parce que de toute façon, chaque année, on fait des rapports d'activité dans le monde associatif, on rapporte de quels sont nos résultats par rapport à nos objectifs. Bon, donc moi, quand je suis arrivée dans la métropole, j'avais déjà cette culture de l'évaluation. Et en fait, l'économie sociale et solidaire est rattachée au développement économique et donc moi, j'avais vraiment à cœur de montrer que l'économie sociale et solidaire était avant tout au développement économique. C'était une autre façon d'entreprendre, mais on est bien dans le développement économique. On crée des entreprises autrement, qui ont une autre vocation, qui ont une autre façon de travailler, une autre gouvernance, mais on est bien dans le développement économique. Et donc, chaque année, quand je menais l'évaluation des dispositifs et des actions que l'on soutient, par exemple, Première Brique, Parcours Adresse, etc., je valorisais les impacts strictement économiques de ces dispositifs. C'est-à-dire, je valorisais le nombre de projets qui avaient été accompagnés, donc le nombre d'entreprises de l'ESS. Quand je parle d'entreprise, je parle au sens européen du terme. J'ai mis les associations dedans, les associations employeuses. Et donc, en fait, je valorisais le nombre de créations d'entreprises dans le champ de l'économie sociale et solidaire et le nombre d'emplois créés ou consolidés. Et en fait, l'objectif, quand on a voulu mettre en place cette évaluation en 2018, c'était de montrer que l'économie sociale et solidaire, c'était beaucoup plus que de l'impact économique et que l'impact des entreprises de l'ESS était beaucoup plus large sur le territoire. Donc ça, c'était vraiment l'objectif, valoriser l'impact social et environnemental des entreprises de l'économie sociale et solidaire sur le territoire pour ne plus avoir qu'une seule vision économique. Du coup, l'intérêt de cette évaluation, c'était, bon, je l'ai dit, mais c'était de valoriser les effets de notre politique publique. Donc ça, c'est important parce que dans toute démarche d'évaluation, avant de démarrer, il faut toujours se poser la question de pourquoi j'évalue. Est-ce que l'évaluation est au service d'une amélioration de mes pratiques? Donc, est-ce que c'est un outil de pilotage interne, en gros? Ou est-ce que mon évaluation a pour objectif de communiquer? Donc, c'est-à-dire, quand je dis communiquer, c'est-à-dire que je vais
mettre de côté tout ce qui relève de démarches d'auto-évaluation et de valorisation de mes pratiques, ou en tout cas d'amélioration pardon, de mes pratiques. L'idée là, c'est de dire, je veux avant tout communiquer sur à quoi je sers. Donc, on met un peu de côté voilà, les choses à améliorer. Donc ça, on l'assume d'entrée. Enfin, moi, en tout cas, je l'assume d'entrée, c'est de dire, moi, j'ai besoin de valoriser les impacts positifs, pardon, de l'économie sociale et solidaire. Donc en interne pour les élus, surtout de la métropole, et à l'externe pour valoriser auprès des habitants, notamment la plus-value de cette économie sociale et solidaire. Donc, pour mener à bien cette démarche, on a fait appel, donc Bérénice en a parlé tout à l'heure, à Elix, qui est un cabinet d'études qui est spécialisé sur les démarches, notamment d'évaluation, d'innovation et d'impact social. On a mis en place un comité de pilotage dans lequel mon directeur était associé et mon élu en charge de l'économie sociale et solidaire sur toute métropole. Et enfin, le groupe projet qui était composé de collègues à moi qui sont dans différentes directions de la collectivité et des partenaires du collectif Toulouse Impact, dont les 11 dont j'ai parlé tout à l'heure et qui ont co-construit avec nous notre politique publique. Donc, en fait, ce qu'on a fait tous ensemble, c'est qu'on a co-construit toute la méthodologie de travail parce qu'en fait, l'évaluation a été menée en 2019. Et en fait, auparavant, en 2018, on a d'abord, par le biais du groupe projet, commencé à travailler ensemble. En gros, ça m'a aidé, moi, à rédiger le cahier des charges et donc déterminer quels étaient les objectifs, commencer à entrevoir le choix des indicateurs et sélectionner les entreprises. Je vais revenir là-dessus après. Sur le choix des indicateurs, ce qui était important et difficile du coup dans l'exercice, c'est qu'en fait, par définition, on est transverse à tous les secteurs d'activité. Donc, ce qui était compliqué du coup, c'est de se mettre d'accord sur les critères qu'on allait valoriser, alors qu'on ne s'adressait pas qu'à un secteur, par exemple, sur la mobilité ou sur la restauration, ou bon, je ne sais pas. Mais... Donc ça, c'était quand même le plus difficile. Donc, on s'est mis d'accord du coup sur 4 dimensions pour mesurer l'impact de ces entreprises de l'économie sociale et solidaire que nous sommes allés évaluer. Donc, c'est du coup en termes de développement territorial, voilà, bon, ça, on est revenu sur des chiffres un peu classiques économiques, donc les emplois, le chiffre d'affaires, les typologies de coopération entre acteurs de l'économie sociale et solidaire, l'utilité sociale de ces activités en termes de, voilà, notamment sur les bénéficiaires, etc. J'y reviendrai après, plus dans le détail. La gouvernance et l'organisation, ça c'était important de valoriser la spécificité de ces structures en termes de gouvernance. Et enfin, l'aspect environnemental, parce qu'on a beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui, même si au travers de leur objet social, ils ne sont pas directement tournés vers des objectifs environnementaux, comme par exemple la réduction des gaz à émissions de serre, etc., on a quand même beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui, en interne, ont des pratiques vertueuses tournées vers l'environnement. Donc ça, c'était un axe important à valoriser. Donc, en fait, pour évaluer l'impact de l'économie sociale et solidaire sur le territoire, notre parti pris a été d'aller évaluer 30 entreprises. Donc, ces 30 entreprises, on est parti d'un échantillon assez représentatif des types d'entreprises qui avaient été accompagnées par l'un des dispositifs qui fait le parcours à l'entreprise que je vous ai montré tout à l'heure, l'espèce de serpent. Parce que ces entreprises sont quand même assez caractéristiques des typologies de secteurs d'activité et d'innovation qui sont accompagnés sur le territoire depuis 2012. Voilà, c'était ça le parti pris du groupe projet. Et ce qu'a fait le bureau d'études, ce qui était intéressant, c'est que du coup, ils nous ont proposé, à partir d'entretiens qu'ils ont menés avec ces entreprises, 30 monographies qui détaillent du coup les caractéristiques de la structure au regard des critères que j'ai énoncés tout à l'heure. On a édité une fiche synthèse de 4 pages par entreprise parce que l'idée, c'était qu'elles puissent les utiliser dans leur communication
externes vis-à-vis de leurs parties prenantes et notamment des pouvoirs publics. Et enfin, on a agrégé une étude qui, du coup, donne de façon générale les grandes tendances justement sur ces dimensions au regard des 30 entreprises que nous avons évaluées. Du coup, ça, je pourrais le faire parvenir pour la partie ressources, Bérénice, mais même si je pense que tu l'as, mais au cas où, on pourra le remettre pour le partager. On a traduit ces résultats dans une plaquette synthétique. On a restitué ces résultats auprès des élus de la métropole et de tous les acteurs qui avaient été impliqués dans la démarche, que ce soit les partenaires, mais les entreprises aussi auditées forcément. Et ce qu'on avait demandé dans le cahier des charges de Helix, c'est qu'il y ait une transmission de la méthodologie mise en œuvre pour cette évaluation sur Toulouse Métropole, parce que l'objectif pour nous, c'était que les acteurs qui ensuite souhaitaient s'en emparer, les partenaires, puissent réitérer cette démarche pour mener leur propre évaluation de l'impact social. À ce titre, pareil, par exemple, Première Brique, donc l'incubateur d'innovation sociale, s'en est saisi un an après et a profité de ces 5 ans d'existence pour mener une démarche d'évaluation en interne et valoriser ses résultats en partant de toute la méthode qui avait été travaillée avec Helix. Donc ça, c'est un exemple d'une des fiches qui a été éditée. Donc, je vous ai dit, on a 30 entreprises qui ont bénéficié de cette évaluation. Donc, voilà le type de fiche que ça nous a permis de mettre en avant. Donc, à chaque fois, on avait, bon, c'est une photographie à l'instant T, mais voilà, le chiffre d'affaires généré, la date de la création, la typologie de la structure juridique, son secteur d'activité, son chiffre d'affaires. Ça, c'était vraiment le petit verbatim qui permet d'expliquer concrètement ce qu'ils font. Et après, on valorisait du coup le rayonnement. Est-ce que le rayonnement était essentiellement que sur la métropole, à l'échelle régionale ou à l'échelle nationale, donc en fonction des rayonnements des entreprises, le petit dessin est différent. Et ensuite, on valorise tous les dispositifs d'accompagnement qui ont été mobilisés. Donc ça, c'est les partenaires dont je vous ai cité tout à l'heure, les 11 partenaires, qui ont été mobilisés à un moment donné pour soutenir, donc là pour le coup, Applicoli, dans la mise en œuvre de son projet, depuis la création jusqu'au développement. Ensuite, on a mis en avant côté éco ben, les évolutions du chiffre d'affaires, l'évolution des effectifs et ce qui nous semblait très important, c'était de valoriser du coup dans leur chiffre d'affaires le poids des subventions publiques. Parce que ça, on s'en rend bien compte, on a quand même beaucoup de représentations ou de mauvaises idées sur l'économie sociale et solidaire. Voilà, beaucoup d'élus notamment pensent que l'ESS, c'est une économie ultra subventionnée, sous perfusion, etc. Et donc, l'idée, c'était aussi de montrer que ces structures ont quand même des modèles économiques, bien entendu. Alors là, c'est le mauvais exemple parce qu'Apicoli a 100% de ressources propres. Bien entendu, une partie de ces entreprises ont des ressources publiques parce qu'elles répondent à des missions d'intérêt général, mais la grande majorité ont quand même des ressources propres qui sont au-delà de 30 à 40% de leur budget global. Ensuite, on valorisait du coup l'aspect utilité sociale de l'organisation en travaillant notamment sur la finalité de l'organisation, sa contribution au territoire en valorisant les typologies de coopération, le type de dépenses qu'elles font sur le territoire, parce que c'est très conséquent. La gouvernance, on valorise la gouvernance collective, l'échelle des salaires, l'égalité femmes-hommes, et ce que je disais, l'aspect environnement, donc les pratiques en termes d'achat responsable, de gestion des déchets et la plus-value environnementale de ces entreprises. Après, comme je vous l'ai dit, on a fait une fiche synthétique qui nous a permis de consolider au regard de ces 30 monographies les indicateurs et de mettre en avant les plus emblématiques. Donc là, je vous ai donné juste un exemple, c'est par exemple l'indicateur économique qu'on a pu du coup agrémenter et où on a pu lui donner un peu plus de corps, on va dire.
Donc, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, on a montré que sur le budget de ces 30 entreprises, eh ben, en moyenne, il est couvert à 92% par le chiffre d'affaires qu'elles génèrent. Donc, le fait de se dire, eh ben, une grande majorité, c'est de la ressource publique, c'est pas vrai en fait. Surtout sur les nouveaux business models, on va dire, parce qu'il y a une injonction des pouvoirs publics, je le dis comme ça, j'assume, de se retrouver vers des modèles économiques où les parts de subventions publiques baissent. Euh, le, on a réussi à montrer aussi que le chiffre d'affaires cumulé, alors c'était avant la crise, hein, avant le corona, mais quand même, sur 3 ans, on était sur une progression assez forte, puisqu'on était à plus de 28% de chiffre d'affaires cumulé en 3 ans. Et pareil, sur la création d'emplois, on était sur une dynamique très positive, puisqu'on était à plus de 19% de création d'emplois. Et ensuite, ce qu'on a voulu mettre en avant, comme je le disais, c'est l'écart entre le salaire le plus grand et le plus bas, en faisant à chaque fois un comparatif avec les entreprises, donc les PME et les entreprises du CAC 40. Donc vous voyez là, par exemple, on était sur un écart moyen de 1,7 entre le plus petit et le plus bas, le plus grand salaire, alors que dans les PME, on est sur un rapport de 3 et dans les entreprises du CAC 40, on n'en parle même pas, on est à 70. C'était aussi pour revenir sur, voilà, donner une vraie comparaison de l'ESS au regard des acteurs économiques que sont les PME, les entreprises du CAC 40, pour remettre un peu de réalité et de réalisme à ce qu'on entend, quoi. Et enfin, ce qui est intéressant aussi, c'était de montrer que 78% des excédents de gestion sont réinvestis dans l'entreprise puisqu'elles sont placées en réserve impartageable, alors que dans les entreprises dites et oui, pardon. Et on est sur 19% salariés et 3% en dividendes aux actionnaires, alors que par exemple, dans les entreprises du CAC 40, on est sur un ratio qui est complètement inverse, puisque c'est plus de 70 à 80% de dividendes qui sont reversés aux actionnaires, par exemple. Donc à chaque fois, on remettait ces chiffres au regard de ce qui se fait dans l'économie dite traditionnelle et capitalistique. Et enfin, ce qui est intéressant de valoriser, c'est des exemples parmi d'autres, hein. L'étude est beaucoup plus exhaustive que ça, mais l'intérêt, c'est pas de rentrer dans le détail, mais c'est que les entreprises de l'ESS, elles contribuent largement à redistribuer leur richesse sur le territoire, puisque 75% de leurs achats sont réalisés auprès de fournisseurs de la métropole, ce qui n'est pas neutre. Alors, ce qui est classique, on n'est pas allé interroger des entreprises industrielles, par exemple, hein. Si on était allé voilà, auditionner des industries, forcément, la majorité des achats, on ne les trouve pas malheureusement sur le territoire. Mais bon, c'est quand même pas neutre hein, comme pourcentage. Et enfin, 45% de leurs achats relèvent de ce qu'on appelle les achats responsables, parce que la plupart de ces entreprises, quand même, elles font le choix dans leur business model d'avoir des achats responsables, ce qui impacte leur modèle économique. Mais voilà, ça c'était quand même important de le dire, c'est de dire en plus, elles ont des pratiques quand même qui sont vraiment vertueuses en interne. Et ça, c'est le résumé de en fait, ce qu'on a voulu montrer. Donc, à chaque fois, par point clé, il y a des exemples vraiment spécifiques. Donc, en fait, voilà, on a voulu montrer qu'en gros, ces entreprises, elles ont un réel impact sur le territoire qui se résume en huit points clés. C'est qu'elles apportent beaucoup plus de dynamisme économique et d'emploi. Elles apportent beaucoup de rayonnement pour la métropole parce que beaucoup de ces entreprises sont lauréates d'appels à projets ou de prix nationaux, voire internationaux, mais on ne le sait pas, c'est confidentiel, à part dans les réseaux de l'ESS. Elles apportent beaucoup plus de services de proximité sur le territoire parce que leur première préoccupation, c'est d'apporter des services de proximité sur des besoins qui ne sont pas couverts. Plus de démocratie et de citoyenneté, puisque une grande majorité des citoyens composent la gouvernance de ces entreprises. Plus de justice sociale et de redistribution, je voulais montrer ça au travers de l'exemple, par exemple, des dividendes, des excédents qui sont redistribués dans l'entreprise. Plus d'égalité et d'émancipation sociale, de lien social entre les individus et de protection de l'environnement. J'en dirai pas plus à part s'il y a des questions. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez revenir en arrière, s'il vous plaît? Oui.
Parce que là, Pardon, je c'est suis avec... désolée. Non. Donc, le temps que Okay, vous... Oui. just maybe I will say vocal for because it's too long to type. This is the most important. I think it's just the top 8 outcomes of the whole assessment. Indeed, it's only positive impact. So the first one is really concrete to the town. It's about the very good dynamic about the economics and the job market. Okay. The second one, it's quand vous dites rayonnement pour la métropole toulousaine, c'est l'influence, vous voulez dire, c'est ça? Non, quand je dis rayonnement, c'est la visibilité de ces entreprises qui ont reçu des prix parce que leur innovation ou leur activité est vraiment, a été récompensée, quoi. Okay. So the second one is that uh, those companies who really have a social or environmental impact are valorized and get prizes and much honors from the town, and which gives a much higher credibility for them and for the brand. Okay, you understand that? Then it's an increasement of the all services for people for their daily life, I would say. Alors, démocratie, je ne sais pas comment, démocratie, citoyenneté. Citizenship and democracy, that's good. Yes. But it means that many citizens are involved in this organization and social and solidarity economy enterprises. Okay. And then there's all the profits or the benefits, I would say, are shared, but not to the shareholder, but more generally to the companies and to the benefit of the employees, which is much more fair. And so that's the social fair and redistribution. Then it's equality and social equality, émancipation, alors là. Empowerment. Something like social empowerment. Okay, thank you. Okay. Yes. And the social bond in between each people, and of course the final one is it's a better care of the environment impacts. Okay, that was the top 8, only positive. Okay, and that was due to the assessment. Mm-hmm. And they use that to communicate very internally to all the elected people of the town who are really far at that time in 2008. They were very far and much less concerned about this importance. Okay. Okay, thank you, Marc. Thank you, Marc. You can, tu peux continuer, Alexandra, je pense. On va finir la présentation et peut-être... Oui, j'ai bientôt fini. Je vous enverrai après dans le chat des liens parce qu'on a été... parce que c'est une démarche assez exemplaire en France quand même, menée par une collectivité publique. Et en fait, on a un organisme national qui s'appelle l'AVIS, qui est l'Agence de valorisation des initiatives socio-économiques, qui a regardé de près la démarche d'évaluation que nous avons fait, qui a mis en place une fiche assez synthétique qui repart sur toute la démarche, qui l'explique assez bien. Donc, je vous l'enverrai après dans le lien pour celles et ceux qui sont intéressés. Puis, tu pourras le partager, Bérénice, dans les ressources à partager du coup. Donc, les dernières slides, l'idée, alors, c'était de mettre en avant les bénéfices du coup de cette démarche, mais aussi de parler des limites du coup quand même, parce qu'il y en a toujours. Donc les bénéfices pour nous en interne, ça a été du coup d'avoir des éléments assez objectifs et tangibles sur la valeur ajoutée de notre politique publique
et d'être beaucoup plus juste quand on vient expliquer aux élus voilà, qu'on fait un état des lieux de à quoi ça sert et quelles sont la plus-value de ces structures sur le territoire. Ça nous permet quand même d'aller beaucoup plus loin dans l'argumentaire. Et ce qui était intéressant, c'est que ça nous a permis d'impulser une démarche réflexive pour travailler sur le choix des indicateurs, ce que je disais au préalable, malgré la diversité de tous les secteurs d'activité représentés. La limite, c'est qu'on est sur un échantillon limité qui est illustratif et pas forcément représentatif de ce qu'est l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Forcément. Ça a demandé une mobilisation assez importante, notamment des dirigeants, parce que forcément, pour récolter les données, il a fallu qu'il y ait plusieurs entretiens, il a fallu qu'ils aillent chercher des données. Bon, une autre limite que j'ai pas mis là, c'est que du coup, on est sur des données déclaratives. L'objectif d'Elix, c'était pas de faire un audit. On n'est pas allé vérifier les données. Alors, ils avaient les comptes de résultats, etc. Mais quand même, on est sur ce déclaratif. Et après, l'autre limite, c'est que du coup, c'est quoi la valorisation et l'appropriation des résultats à l'externe, comment on se l'approprie, comment on le valorise, ça c'est la limite de l'exercice. Personnellement, moi j'avais anticipé toute la démarche amont et toute la démarche du pendant, mais finalement je ne me suis pas suffisamment, et ça avec le recul, je ne me suis pas suffisamment posé la question de et maintenant comment on le valorise. Donc ça c'est la limite de la démarche qu'on a menée en 2019. Ce qui est intéressant, du coup, c'est les perspectives quand même. J'en terminerai là. C'est qu'en fait, du coup, ça nous a permis de pérenniser la mise en place de ce groupe de travail autour de cette démarche d'évaluation au sein de Toulouse Métropole avec nos partenaires. Donc ça, c'est intéressant. Et du coup, nos partenaires, pour poursuivre cette démarche, ont une mission beaucoup plus spécifique. Donc, il y a par exemple la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire qui est un observatoire qui va nous réaliser tous les ans l'évaluation de 5 nouvelles entreprises, avec pour objectif aussi de consolider toutes les données tous les 2 ans. Donc ça, l'idée, c'est de pas rester sur ce qu'on a initié, c'est de continuer à alimenter l'évaluation et de la mettre à jour. Et c'est le cadre de notre rencontre aujourd'hui, donc le mouvement pour l'économie solidaire qui anime du coup des temps donc pour le groupe de travail, mais aussi dans le cadre de ces webinaires pour partager une réflexion commune sur l'évaluation de l'impact social et échanger autour des pratiques de ces démarches d'évaluation. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue et j'espère que c'était clair surtout. C'était très, très clair. Merci, merci beaucoup, Alexandra. Attends, je vais prendre ça. C'est vrai que c'était un vrai travail partenarial. On a contribué chaque réseau partenaire de Toulouse Impact a contribué. Et c'est vrai que l'ambition que nous portons au mouvement, c'est vraiment cette idée de, comme je le disais tout à l'heure, de rentrer dans le moteur, et d'aller regarder vraiment comment on évalue, et sans, je dirais, a priori. Et c'est vrai que nous, on n'est pas du tout, là pour le coup, on a une position éthique, c'est-à-dire qu'on ne pense pas que la mesure d'impact social se réfère à un seul outil, une seule méthode, mais que peut-être faut-il envisager un dispositif assez large de l'évaluation de manière plus générale de l'ESS et bien sûr de l'impact social et de l'utilité sociale, parce que les besoins en fait, des organisations selon le temps, le moment ne sont pas tout à fait les mêmes. Et tu l'as dit tout à l'heure, l'important, c'est de se questionner de pourquoi on évalue, pour qui, et bien sûr à quelle finalité. Donc, ce n'est pas la même chose de dire j'évalue des choses parce que j'ai un investisseur ou un capital risqueur qui est solidaire, ou pas solidaire d'ailleurs, qui s'intéresse à ma structure, donc je dois prouver des choses, que d'interroger l'impact de sa structure sur son territoire. Et je vais aller un petit peu au-delà, d'élargir aussi la donne en se disant comment l'action de ma structure
transforme le cadre dans lequel j'évolue. On a évoqué cette question avec Opal Culture, avec IES et ELIX aussi, c'est-à-dire à quel moment mon enjeu de finalité sociale, s'il est par exemple sur la lutte contre les exclusions, par exemple, est-ce que ça modifie des réglementations, des politiques publiques, des manières d'agir autour de moi? Est-ce que finalement je suis une organisation de réparation ou bien je suis une organisation qui agit et transforme le cadre? Donc ça, c'est une approche plus québécoise, évidemment, parce qu'au Québec, ils ont beaucoup travaillé sur ces questions de modification du cadre, du local à des dimensions plus importantes. Donc voilà un peu le cadre. Du coup, moi, alors on est un petit peu en retard, donc je vais un petit peu décaler la pause. Mais je vais peut-être vous demander si vous avez des questions à poser à Alexandra. And I will ask also Sergio, do you want to ask a question to Alexandra now? We will have a break in 5 minutes, but if you have any question to ask now to Alexandra, please do it. Yes, please. I do have a question. Well, first, Alexandra, thank you very much. Could you please, Sergio, make your sound more higher? Higher, yes. Okay, let me see. Thank you. I'm gonna try. Can you hear me better now? So. Let me check something. Yes. Let me check. Then maybe somebody else can ask questions in between because I'm going to check the device. Yeah. OK. Donc, de ce fait, est-ce que Laura, Marie-Françoise, pardon. Hop, désolée. Nous, on a 2 petites questions. Oui. Alors, la première, c'était en fait, Alexandra parlait à la fin d'une question sur la valorisation de ce travail d'évaluation. Donc, j'avais une petite question que j'ai mise dans le chat. Est-ce que du coup, c'est une question de comment valoriser les entreprises elles-mêmes ou plutôt valoriser ça pour l'organisation qu'elle a au sein de Toulouse Métropole? Donc, ça, c'était une question, je dirais, rapide. Et la deuxième question, qui est un peu plus… j'ai du mal à comprendre, en fait, la relation ou la situation de… Je ne sais pas comment on pourrait dire… la volonté de Toulouse Métropole, en fait, d'utiliser l'économie sociale et solidaire aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une espèce d'engagement officiel avec des chiffres ou est-ce que c'est vraiment, je dirais, des projets un petit peu… d'images ou des choses comme ça qui sont un peu à la marge. Je suis désolé, je ne veux choquer personne, mais je suis curieux de savoir un peu quelle est la position officielle, je dirais, des politiques par rapport à ce genre d'activité d'économie sociale et solidaire. Je réponds, Bérénice? Oui, je t'en prie pendant que Sergio prépare son autre question. Donc, et il y a Marie-Françoise aussi. Voilà, vas-y. Sur la première question, après, n'hésitez pas à garder vos caméras ouvertes hein, parce que c'est bizarre de parler à des gens qui sont dans le noir. Oui, ouvrez vos caméras, Natacha, Diego, Marc, s'il vous plaît. Oui, c'est important. Merci. Et alors, pour la première question, c'est pour les deux. C'est déjà pour les entreprises parce qu'elles ne se sont pas suffisamment appropriées l'outil. Je vous ai montré les monographies tout à l'heure. Et en fait, peut-être qu'il aurait fallu qu'on le travaille avant avec eux ou qu'on les accompagne ensuite pour savoir de quelle façon le valoriser. Mais je sais pour en connaître beaucoup, c'est qu'elles ne se le sont pas forcément appropriées pour elles après ensuite l'utiliser dans le cadre de leurs AG, dans le cadre de leurs discussions avec les partenaires publics, parce que ce qui est dommage, parce que c'est pas neutre de dire moi j'ai été quand même évaluée par un cabinet expert au titre de la métropole, c'est pas neutre et je trouve ça dommage en fait. Du coup, on est passé à côté, donc ça c'est vraiment dommageable. Et sur le deuxième aspect, pareil, en interne, parce que ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a édité une fiche synthétique et qu'on a restitué les résultats de l'étude auprès des élus du développement économique. Mais bon,
voilà, on n'a pas senti une écoute forcément très active. Alors, à part toujours les mêmes de l'opposition à aujourd'hui, mais voilà, les autres n'étaient pas très. Bon, voilà. Donc ça, c'est dommage, je trouve. Et en fait, ce qu'on aurait dû faire, c'est plus le travailler avec la communication, la DIRCOM, la direction de la communication, pour qu'il y ait un travail de valorisation en interne, en externe. Voilà, c'est en ce sens-là que je disais qu'il aurait fallu qu'il y ait un travail qui soit plus anticipé. Et là, typiquement, c'est de ma faute à moi. Parce que cette évaluation, c'est moi qui ai voulu la mener en interne parce que je voulais anticiper le changement de mandature, en fait. Voilà. Et donc, pour répondre à la seconde question, l'engagement officiel, moi, je dis oui parce que personnellement, sinon, je ne serais pas restée à la métropole de Toulouse parce que, voilà, mon métier, je le dis souvent, c'est d'abord l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale. Bérénice me connaît bien parce qu'on travaillait ensemble avant. J'ai été salariée de l'ADPES. J'ai un véritable engagement, moi, sur l'économie sociale et solidaire. Et si il n'y avait pas les moyens et un engagement, je ne serais pas restée. Après, c'est compliqué. On a les moyens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est 2 personnes sur l'économie sociale et solidaire, alors que quand moi je suis arrivée, j'étais seule et que, notamment grâce au plan de relance, on a pu quasiment doubler le budget dédié à l'économie sociale et solidaire. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on a quand même plus de moyens qu'auparavant. Après, moi, je ne suis pas à la place des élus, quoi. Donc dire qu'il y a un véritable engagement, que ce n'est pas de la façade, je ne répondrai pas à leur place. Nous sommes peut-être une politique publique de faire valoir. Peut-être, effectivement. Mais personnellement, moi, tant qu'on nous laisse faire, voilà, parce que tous les projets qu'on accompagne, franchement, voilà, tant qu'on nous laisse initier les projets qu'on a envie avec nos partenaires et qu'on nous donne les moyens de bien accompagner ces entreprises, d'animer le territoire, etc., moi, personnellement, servir de faire valoir, ça ne me dérange pas. Enfin, j'assume complètement. Mais du coup, par Voilà, je ne exemple, sais pas si j'ai bien répondu. oui, Mais... oui, très bien. Juste du coup, est-ce qu'il y a par exemple une volonté d'appliquer ce genre d'évaluation de façon un peu systématique dans certaines décisions de politique publique où on passe des appels d'offres à des partenaires, par exemple, ou des choses comme ça, pour être bien sûr. Est-ce qu'il Oui, y a une généralisation de ces pratiques ou c'est pour l'instant juste, je sais pas, les entreprises que vous suivez avec le parcours adresse qui bénéficient de ce genre de chiffres et de démonstrations d'utilité? alors la chance qu'on a, oui, pardon, Bérénice. Non, c'est juste dire après, on passera la parole à Sergio. Mais donc, réponds. Rapidement, la chance qu'on a, c'est qu'on a quand même des législations qui sont là pour nous aider quand même à avancer. Et j'en citerai 2. Dans le cadre de la loi de l'économie sociale et solidaire de 2014, il y a quand même l'obligation pour les collectivités territoriales de mettre en place ce qu'on appelle le SPASER, qui est le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Donc, il va être voté, là, il a été voté normalement, on est quoi là? On est vendredi, hier au Conseil métropolitain. Et en fait, c'est une obligation pour tous nos marchés publics d'y ajouter des clauses environnementales notamment et de favoriser l'accès de la commande publique, notamment aux structures de l'économie sociale et solidaire. Et donc, il y a tout un pilier économie sociale et solidaire que nous avons travaillé avec ma collègue Aurélie Sistirer et nos collègues de la commande publique. Et l'idée, justement, c'est qu'on favorise, dans la mise en place des marchés publics, l'accès aux acteurs de l'ESS. Maintenant, il va falloir aller former, il va falloir aller convaincre, il faut référencer, il va falloir faire matcher l'offre et la demande. Voilà, ça a été voté, mais maintenant, il faut appliquer. Et le deuxième, et j'en finirai là, c'est le plan climat, quand même, qui nous oblige, du coup, à nous fixer des objectifs. Donc, c'est tous les États membres de l'Europe. On a des objectifs quand même qui redescendent au niveau des collectivités territoriales. On s'engage sur des plans d'action. Pour respecter ces plans d'action, on a notamment des critères environnementaux, etc., à respecter. Et du coup, on s'engage voilà, sur des attributions, voilà, ou la baisse des émissions de gaz à effet de serre, etc. Et donc, on réfléchit, nous, concrètement en interne, à la mise en place de critères environnementaux, par exemple, qu'on appliquerait sur la distribution des subventions.
Donc ça, c'est des choses qu'on pousse en interne les techniciens en disant maintenant, on doit regarder les subventions publiques au regard des impacts environnementaux des structures que l'on finance. Donc ça commence à bouger parce que, heureusement, qu'il y a la loi derrière qui nous permet de pousser et d'aller vers des objectifs un peu plus... ou en tout cas des pratiques plus vertueuses, on va le dire comme ça. Merci, Alexandra. Sergio, do you want to ask your question, please? Yeah. Can you hear me better now? Yes, better. Good. Okay, good. So my question was about the supporting tool for the method that you described. Was the data collection for the 30 organizations based on interviews and some paper questionnaires, or did you also use the online tool that I know that ADPES, for instance, has developed? Donc là, la question porte sur les méthodes que Elix a fait. Donc, Sergio est intéressé sur vraiment, vous avez fait des interviews, est-ce que c'était plutôt des questionnaires? Voilà, de mémoire, il me semble que c'est un mixte des deux, mais est-ce que tu veux… Il voulait savoir si aussi vous avez utilisé l'outil développé, c'est Evalumip. Ah oui, non, pas du tout. Voilà, il voulait savoir si c'était… Mais Alexandra va répondre, je pense. Ouais. Et on a fait les deux. Ils ont d'abord démarré par un questionnaire, donc assez qualifié, où justement il y a les questions, quel est votre chiffre d'affaires, vos effectifs, est-ce que vous avez des pratiques d'achat responsables? Et à chaque fois, il fallait qu'ils illustrent par des réponses concrètes, et qu'ils expliquent concrètement comment ils le mettaient en œuvre. Et ces questionnaires étaient des préalables pour après une interview dans lequel, du coup, le cabinet allait encore plus loin sur les questions qu'il se posait pour récolter toutes les données, quoi. C'est pour ça que je disais que c'était assez long, parce qu'il y a eu le questionnaire, il y a l'interview, et après, il a fallu que les entreprises, les organisations envoient des documents au cabinet d'études Elix. Non, Mais vous n'avez pas utilisé l'outil. Non, en fait… L'outil, la méthode Evalumip n'a pas été utilisée, ni aucun autre outil qui aurait été créé par des organisations sociales et solidaires. Ça a été un travail collectif. On a donné notre avis sur ce que faisait Elix et la manière dont il allait le faire. Mais non, il n'y a pas eu ce travail-là. Et je dirais que c'est plus peut-être maintenant qu'on peut se poser la question, je reviens sur ce sujet, d'un dispositif, je dirais un peu à multiples entrées, avec des outils et des méthodes différentes d'évaluation de l'utilité sociale, ce qui n'empêcherait pas qu'il y ait peut-être qu'on puisse avoir un chapeau pour ce qui concerne Toulouse Métropole, avec des critères communs. C'est à vérifier, mais ça, c'est je me permets de donner un avis, Alex, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas encore construit cette démarche concertée autour de l'impact social. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas trop? Si, bien sûr. Si. Après, voilà. C'est compliqué, de toute façon, ces démarches, parce que ça demande… c'est long à mettre en œuvre. Il y a beaucoup d'organisations qui en comprennent la plus-value et l'utilité, mais concrètement, ça demande, c'est un projet à part entière en fait. Et c'est pas neutre parce qu'effectivement, il faut intégrer toutes les parties prenantes quand tu évalues ton impact social ou ton utilité. Et c'est un travail, nous, quand on l'a fait à Première Brique, ça nous a demandé plus d'un équivalent, la moitié d'un équivalent temps plein sur 6 mois. C'est pas neutre. Et toutes les organisations ne sont pas en capacité de le faire, en fait. So, Sergio, is that okay for you how Alexandra has answered, or do you need more explanation? No, it's completely clear. Thank you. Yes, okay. I was just interested. Okay. What I suggest is just 5 minutes to have a little break, so you can have a glass, drink a coffee, and then we come back, and Sergio, you will explain everything about the balance sociale. Can I suggest a question to Alexandra, please? Ouais, il faut faire la pause, Marc.
Est-ce Ouais. est-ce que tu peux la poser dans le chat et on revient dessus après, s'il te plaît? Bah après, si vous voulez. Okay. Ouais, ok. On fait la petite pause là, quand même. Et si tu marques la question et on commencera rapidement par ça, si tu veux. Ok? Je suis un peu directive là, je sais. À tout à l'heure. Très bien. Est-ce que tout le monde est là? On va commencer. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde est revenu? Pas encore. So we are waiting to for our audience. Yes, of course, no worries. Yes, yes. What I need to say to you is that we registered the webinar and we will make it shorter for sure. And we want to create a sort of common space
New States to share all this webinar, but also the resources. And my objective is that we can have a large view about assessment for social utility and social impact. So it's why you are here, and thank you so much to be here today. Great, thanks. And yes. Do you want me by to? The way, wait. Should I share my screen, maybe? Ok, Alexandra, Marc, est-ce que tout le monde est là? Est-ce que vous pouvez rallumer vos caméras? Laura, Marie-Françoise, Oui. et tout le monde, Natacha, Diego. Alors Diego, c'est pas grave, si ça va un peu vite, tu fais ce que tu peux en termes de traduction. Ne t'inquiète pas, tout va bien. En fait, le fait de doubler la traduction espagnole et anglaise fait que ça devient assez fluide au fond. Donc, merci surtout d'être là, Diego. Pardon, okay. qui traduit, pardon? Pardon? Qui c'est qui traduit là? C'est Diego, c'est ça? Alors, Diego? Là, il a eu des bugs, il n'arrive pas à se reconnecter. Alors, il faut vraiment que vous augmentiez vos sons. On ne vous entend pas, Natacha, Diego. Là, toujours pas. Là, tu m'entends pas. Parce que je pense qu'il faut que vous enleviez vos petits trucs d'oreillettes là. Ça ne le fait pas du tout. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Pas terrible. Non. En fait, je posais la question, est-ce qu'il va parler en anglais ou en espagnol? Sergio, va parler en anglais ou en espagnol? Ah, bah du coup, Diego lui traduit l'espagnol, pas l'anglais. Bon, mais je traduis. D'accord, mais on a Marc qui va traduire. Je pense qu'on est tous suffisamment à l'aise pour comprendre l'anglais à l'écrit. Donc, Marc et moi, on traduira en anglais. OK. Marc, la question que tu voulais poser, est-ce que tu peux la poser après l'intervention de Diego quand on sera bien sûr. Oui. Bon, ben, j'espère que tout le monde va bien. Je votre pause. Donc, Sergio, you can begin if you want. Okay, I will. So thank you very much for the invitation. It was really also enlightening for me to hear about the project in Toulouse. Very interesting. And thanks for not only to Alexandra for the presentation, but also for the translations because I could follow quite well. Okay. Yes, you have to speak higher. Okay. I think. Yes. Let me see. You can start. Okay. I will. Yeah. Okay, do it. So I will present the experience of the network of solidarity economy in Catalonia, that is CHES. But as you will see, the setting is as follows. CHES is a network which is regional. So there is a second level network in the whole Spain, which aggregates many different regional networks. And originally, some of them had their own impact evaluation method, and they still do. Some regions have their own different one, but we are all using the same tool nowadays, which is the tool that CHES developed. So that's a very special setting. So even if I will start explaining about CHES, I will later try to scale up, if I have time, to Spain and how we have arranged so that the whole country and nation can be using the same the same tool. Okay, so see there. So first, a couple of words of who I am. I am Sergio España. I am assistant professor at Utrecht University, and I have my own social and organizational responsibility research line. But I'm a member of the Social Balance Committee in CHES. Yeah, so there's a number of people who are advising and making agreements and decisions. And of course, you know Ruben and you know Guillem. They are not only members of the CHES Social Balance Committee, but they also are well, the technical people that are hired by the network, and they are working there full time. I'm also a member of other networks, but they don't apply today here. So let's start with, well, I think I'm going to shift across this slide because we know what social and solidarity economy is.
It's more interesting to see that, as I said, chess, you can see there with this red or dark pink rectangle. Chess is a network which is regional for Catalonia, which also makes part of a larger all-encompassing network, an umbrella network called REAS Red de Redes, which is the network of networks of alternative and solidarity economy, which covers the whole state of Spain. You can see there that there is 20 regional networks, but there's also sectorial networks, which means that there's several networks of organizations that belong to the same industry sector. For instance, AERES is about waste recuperation. So for instance, clothes and junk, etc. So it's a special network. There's another one on ethical finance. There's another one on renewable energies, and the fourth one on fair trade. And all of these networks belong to REAS, which is the big one. The whole REAS has about almost 1,000 organizations, so 944 in 2020, a combined revenue of over 1,000 million euros, with 23,000 jobs, and of course, almost the same as volunteers, 25,000 volunteers. So it's a quite big network that has been growing throughout the years. In the 4 or 5 last years, it has doubled the size almost. And of course, if I then scale down again to CHES, which is the regional network in Catalonia, it's already a second degree association, because of course it puts together over 300 organizations, mainly cooperatives. 65% are cooperatives of different sorts, for instance, consumers cooperatives, services cooperatives, but 54% are workers cooperatives. And altogether, the organizations create a combined revenue of over 200 millions of euros and employ over 6,000 people and represent many more. It was created in 2003, following the trail of the Alter Globalization movement in the World Social Forum. And in fact, it started in parallel with REAS, and later they joined forces. The main method that brings me here today is, of course, what we call social audit or social balance. There is disagreement in the name, depending on who you, well, not disagreement, but there's different regions calling it differently. But it's, in the end, it's an impact measurement method, of course. I'll mention how we have also scaled up to accommodate the different variants of the methods in the same tool, but I'll mention that later. But let's assume that they are all more or less the same, and therefore the social balance or social audit is a reporting and certification method that runs on a yearly basis. So we run a campaign every year with a set calendar. So it starts normally around March, and it closes the data entry forms around summertime, June, July. By September, we start processing the results and doing some auditings and some technical validation. And by October, November, we are presenting the results publicly. But I'll mention these elements later. And in CHES, in Catalonia, there's 2 flavors of the social balance. They have the basic one, which is shorter, and the long or complete one, which is many more questions and indicators. It's supported by an online tool, which is quite mature already. It works very well. It's a web tool which each organization has an account, and also there are several accounts for managers. For instance, CHES has several accounts for managing their own organizations in Catalonia. In Valencia, there's also a few accounts for those who manage the Valencian organizations. In Madrid, in Basque Country, in Navarra, in every region where there's a network, there are also some accounts of people who are managing those organizations. So it's a very complex back office, which works very well. This is, of course, only the login part. And this would be an image of the entry form, the surveys, let's say, okay? So this is a number of questions which are asked to organizations and that they have to fill in every year. Of course, when there's data from the previous years, we can reuse it, and sometimes it's pre-filled and they can change it.
And here it's only a sample of questions. There's many more, of course. There's even in the complete social balance, there's almost 100 or more questions. Here we are asking about the number of workers in the organization which come from situations of social exclusion. So, for instance, long-term unemployed, or like gender violence victims, or whatever, which can be accounted in the organization. Excuse me to interrupt, Sergio. Yes, please. Bérénice, tout ce que tu écris, en fait, je crois que tu l'écris qu'à moi et personne ne voit. Donc, dans ton chat, il faut que tu mettes à tout le monde et pas à Marc. Vous voyez pas les messages de Bérénice, non? Ah, voilà, oui. Ok, Sergio, thank you. Should I continue? Yes, go. Okay. Yes. Okay, so as I was saying, this is the screen of data entry from the organizations, and there's many questions. Of course, we have I will summarize what the method looks like at a more higher level, but here it's asking a few questions on executive positions, weights or salary balance, etc. Right? So similar questions as the ones that Alexandra was mentioning earlier. There's many questions, as I say. But basically, it's based on several criteria, what we could call ethical, social, and environmental topics. And the main criteria or main topics that we are covering with the method are economic performance and profit or non-profit policy, internal democracy, gender issues, gender equity, social equity or social equality, job quality and workers' rights, so workplace quality, social commitment, which is commitment of the organization towards the territory, towards the region, towards the city. So it's similar to what Toulouse was trying to prove, that the organizations return back to the community. And finally, environmental commitment, understood as the CO2 footprint, energy consumption, etc. And as I was saying, there's two flavors or two variants. There's the basic social balance, which has 23 questions, and we can compute up to 54 indicators. Then there's social balance, the complete one, which has 91 questions. I think it's a bit more nowadays, and we can compute about 100 indicators. When organizations fill in this data and they submit it to the tool, we can export as an Excel, of course. We can also generate an infographic with the main results. Then, depending on the performance, they can become social market members, but I'll explain more about this later. And then if they want to an additional service, which is an evaluation of improvement spaces and recommendations, etc., so a bit like an improvement plan, they can pay for it, but that's a more like a paid service that not all organizations ask for. For instance, this is the infographic that is generated automatically for every organization, and it summarizes their performance. And you can see here that it talks about economy, so basically the revenues, the costs and expenses. It has the members of the organization, how many of the members are partners, like working partners in a cooperative, how many are employed. But of course, we don't only have cooperatives, so the method accommodates a bit to the type of organization. We have limited societies, anonymous societies. We have all types of organizations. We have foundations, associations. Even in some regions, they accept freelancers as long as they can prove that they are committed to the social and solidarity economy. There's in the right on the top, we have some graphs about democracy, who makes the decisions, who is in executive positions, who is in political, positions in the company. We also have something about equity, about men and women. For 2 years, we have been also collecting information about non-binary gender. Of course, it's a very minority numbers, but still we want to give visibility to those who don't recognize themselves under men or women.
And then we talk about, or we collect information about sexist language or absence of it in the organization, training for and career development, the workplace quality and how happy people are there, salary equity or salary gap. Then it finalizes with how much the organization takes from or invests in ethical finance institutions over the total amount of investments or loans, whether they buy from the social market. I think this is a good moment to mention that what we're trying to do also is to make the regional market of social and solidarity organizations strong. So ideally, we would like that the ecosystem of the solidarity economy it is self-sustained, that organizations can buy from the social market and offer services and products to the social market, and that they actually have almost sufficient with the social market. Of course, it's impossible to buy everything from the social market, but at least we can get a measurement. So for instance, this year, this particular organization is not doing very well. It's 1% of their procurements are in the social market, but we see others which are in 25, 30, 50%, which is very good. And then we measure also things about intercooperation with other organizations instead of competition, the contributions to the commons. Sorry, go ahead. Sergio, Yes. may I ask you to speak slower? Because okay, sorry. You speak very quickly. Juste pour illustrer ce que vient de dire Sergio, c'est vrai qu'en Catalogne et en Espagne, les réseaux d'économie solidaire ont beaucoup développé l'achat responsable, ce que eux appellent le mercado social, entre les organisations sociales et solidaires. Ce n'est pas forcément un sujet qu'on a beaucoup abordé, on l'aborde, mais je dirais pas de manière aussi identitaire et pour consolider notre réseau. On est beaucoup sur l'achat responsable avec les publics, public procurement with local authority. We are more engaged in France and also with companies, all the companies. But I know that donc en Espagne, in Spain, in Catalonia, you have developed more the idea of mercado social between social and solidarity enterprises, coopératives, associations, and so on. Voilà, c'est une précision importante et qui vraiment, l'idée, c'est de renforcer le réseau et la force économique du réseau de l'économie sociale et solidaire. Okay, you can go on. I wanted to explain, but please, as slower. I will. Yes, I will. Thank you. Thank you. So, continuing with this infographic, which summarizes the results of the social balance, we also see that we collect information about the contributions to the commons. For instance, whether they use open source software, also how they collaborate in networks. So, for instance, whether they are part of federations of cooperatives or platforms of, for instance, ethical finance, etc. Also, we want to know what is the blend of different cultural backgrounds in the company. For instance, how many workers are from foreign origin, but also outside of Europe, and which percentage of workers in the organization or members are racialized, meaning that they are sometimes perceived as people who are from ethnic origins or cultural origins which are not predominant. And finally, of course, contributions to the environment, such as whether organizations have a policy for environmental management, whether they try to save energy and they have official protocols for this, whether they buy the energy from 100% renewable sources, whether they use recycled paper, all these questions. Of course, not everything that we ask is reported here because this is a summary. This is only the infographic. There is a longer report that can be generated as well.
if we see the evolution of who has been using this method, we can see that since 2008 till 2021, it has increased consistently, except for 2020, which was COVID crisis, and then people were very busy with their own survival. And still, it was a lot of organizations. I have to say that it was not mandatory it was not compulsory to do this method to belong to the network, but from next year, it is mandatory. It is obligatory to fill in the information to become part of CHES, and also at the state level, at the level of REAS, it will be mandatory. So we expect next year to see an increase in the number of organizations who are filling in the data. What type of organizations do this? Well, in CHES, so in Catalonia, 54% are cooperatives, and most of them worker cooperatives. Then there's also consumer cooperatives, services cooperatives, mixed cooperatives, and second-grade cooperatives. Then we have 27% associations, 10% foundations, and then what we call mercantile companies, which are limited societies, anonymous societies, etc. And some federations and other special types of organizations. And okay, I think I'm going to skip this one. I think it's important to emphasize 4 elements of the social balance, which is very, very important. First of all, it's that it helps the social and solidarity organizations to have a public recognition, to have an image and identity as social enterprises and members of the social and solidarity economy. We achieve this by collecting this information, and we also do it by certifying. So what we do is, based on the performance of the organizations, we can compute a value from 0 to 10. It's like if you were doing a course in school and then you receive a final grade. Well, organizations can receive a 0 if they do very bad, or they can receive a 10 if they are great. Every grade after 4, so after 4, it's already a pass. So it means that they get the official label of social and solidarity company. Below 4, we don't give this label. And this is computed based on a subset of the indicators, not all of them. So we pick, I think it's 38 indicators, and we calculate a weighted average, and we obtain finally a number from 0 to 10. Okay? And it's important that those organizations that receive the label, they are given some visibility. So in the social market, we have an online tool that is like a catalog of organizations. We have all the organizations that have done the social balance and have achieved the label appear here, and you can see whether they did the basic balance or the complete balance. And also you can see the results. You can click and you can see a summary of with the infographic. And in reality, the situation is much more complicated, but also richer, because there's not only the social balance, but there's also another method which is called PAMA-PAM, which can also qualify an organization to be in this repository. But I will not explain that today. And also we have public recognition from the authorities. So for instance, the municipality of Barcelona has a special clause for public procurement, which says that if you are a social and solidarity organization and you can prove it, then you have priority in public procurement processes. And in particular, I'll skip the details, but it makes a list of methods that are recognized as qualifying for a social enterprise.
And among them, it's the social balance. So organizations which do the social balance and achieve this, the label, they can qualify for responsible public procurement processes. And for instance, here, this is a list of organizations that are in a short list, which is that the organization, the municipality keeps a list of social enterprises. So when it's small contracts, they can select one of these organizations directly. If it's a large contract, of course, it's a public bidding, and it has to be like a contest with a bidding. But if it's a small contract, they can directly select one of these organizations. Okay, let's skip this. The second important aspect is that we can do aggregate accounting for strategic analysis. And this means that we can, every year, we can publish aggregated reports with all organizations, with the almost 300 organizations. And we call this report of the social market. And here you have different ones from 2019 backwards. And you can download them and you can see the aggregate results among the years. And we can see, well, for instance, that the first chart on the top is the aggregate procurement within the social market. So the higher the bar, the more activity in the social market. So you can see that in 2013, the internal procurements in the social market were more or less 2 million, I think it's 2 million euros. No, it's probably 2 million euros. And in 2019, it has multiplied over almost by 3, which means that the social market is more active these days. We also have averages for all questions. So this is, for instance, a satisfaction survey of organizations. So this is the average of organizations that organizations get on these questions. For instance, on the top we have that the organization pays the salary every month, and well, that's a 9 over 10. So it means that most organizations pay monthly very well. And then to the bottom you have the different questions ranked, and in the bottom we have the average salary in the social and solidarity economy is not as high as people would like. So we also have a space for improvement. The salaries in social and solidarity economy could be higher. And in the middle, we have things such as, are you satisfied with the working conditions? Do you have good, let's say, conditions for doing your own work, etc.? Are they safe conditions, etc.? And you have all these questions here. And this is the average across 300 organizations. And well, there's many like this, but I will not explain them all because, of course, it will take too much time. I think it's better if I focus now on the fact that the social balance is also a self-diagnosis and management tool for the organizations. So it's used for strategic management within the organization. And this is because you can actually use it to improve. You can see how well you're doing in different aspects and identify what you could do to improve next year. So in the end, we're trying to enact a continuous improvement process that every year organizations in the social and solidarity economy are better and better. And of course, organizations can do this themselves, or they can hire the services of CHESS to help them identify the improvement aspects. This is an example of the improvement report, but it's not something we need to take a look at right now. And finally, it helps the organizations communicate the values of social and solidarity economy to the different stakeholder groups. And we do this by means of different like campaigns. We can do it by means of presence in websites. But of course, organizations can also create their own communications towards stakeholders to present their results.
That's why we call also this tool and this method show your heart, because organizations of the social and solidarity economy are not afraid to show their heart and their true colors to the rest of the world. Of course, organizations have their own websites where they put their information. That's perfectly possible. And now I think this is a very important part. We are trying to scale up the project. So I mostly focus on Catalonia, but I said also that this tool is used in almost, nowadays it's almost 900 organizations in Spain. And we have different variants of the method, because Spain is very different, and because it's different regions, different realities, different economies, different social situations, and then it means that we need different methods. But the interesting thing is that all methods use a common set of basic indicators. So even if every method has different questions, different indicators, things that are different, they have agreed, based on a democratic and reflection process, a set of common indicators. And that's why we can also do aggregate reports at the state level. Another thing that we have done is to create different methods for particular aspects. For instance, we have the urban commons evaluation, which was developed with the Barcelona City Council to assess how well public spaces were being managed. There is another agreement with AESCAT, which is a fourth level association that puts together chess, cooperatives, third sector and mutual societies and associations in the Council of Barcelona, which is more than 3,000 organizations. And finally, we are open to international collaboration as well, which is something that, of course, sometimes it's difficult because of resources and time, but we are very excited every time somebody from abroad, like in this case, contacts us for potential collaborations. And I think this is the main part of my presentation. I think I could say many more things, but this is the most important part. And I think it's better when we have some conversations. Thank you, Sergio. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous avez pu suivre déjà le PowerPoint et comprendre ce qui a été lu? J'ai l'impression que oui, et qu'on vous a aidé avec Marc et Diego et moi pour traduire. Voilà, donc c'est comme vous le voyez, un processus long de 10 années de travail. À peu près, hein, la balance sociale a à peu près 10 ans et c'est vrai que c'est une belle progression, et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une co-construction par les acteurs, et moi ça m'intéresse beaucoup, ce côté on se construit ensemble des outils qui nous sont communs, et j'avais déjà évoqué avec Alexandra l'idée de tester la balance sociale en la réajustant peut-être pour des besoins nos propres besoins, mais je trouve que la méthode est vraiment, vraiment passionnante. Je vous laisse la parole. We need to see each other, so you have shared the screen. Could you stop it, please? Thank you, Sergio. Et j'aurais aimé pouvoir faire marcher la galerie. Je ne sais toujours pas, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à trouver comment on fait une galerie de portraits. C'est pas grave. Posez des questions. À vous, c'est à vous. I can ask questions, Sergio. Tu peux la poser en français d'abord et en anglais ensuite. Ouais. Okay. First in French. Je vais lui demander, est-ce qu'il y a une limite dans la taille de l'organisation, c'est-à-dire que des organisations trop petites, est-ce que c'est trop lourd pour elles? Voilà. Quel est l'effort à faire pour utiliser cet outil-là? Et la deuxième, pour compléter, quel est l'effort pour eux d'adapter leur outil
d'autres organisations, puisqu'il parle de partenariat international. Voilà. So Sergio, my question is, have you noticed that there is a minimum size of the organization to use this tool, meaning that if you are too low, it's too heavy to use? That's the first question. And the second one is, you are talking and calling for international collaboration, and how heavy or how quick can your tool be adapted and deployed? Okay. The first question. This tool and the method behind it has been used by organizations which have one person, freelancers. So it means that in principle, the effort to fill in the data is not so high. We don't need, a special person which is hired only for this purpose. Of course, the average size of organizations is higher than that. Most of the times it's from 5 onwards, and we also have very large organizations which have several hundred members, which have used the method, of course. And then we have giants such as Red Cross, which has over 500 volunteers, etc., which of course also use the tool. So the sizes are of all types. It is an effort to fill in the data, but I think it's affordable. The first time you do it, it takes more effort because you need to understand what you're being asked. You need to understand the method, understand the questions, and look for the information. For instance, for energy consumption, you need to collect your electricity bills, and you need to, every month, see how many kilowatt hours you have consumed. Once you've done this 1 year, the next year is way easier. So there's the learning curve, it's very nice. And then the second question, I think the tool is very versatile, very easy and flexible to extend. The difficulty here is the method. Okay, if we are going to use it in another context, in Toulouse or anywhere else, we cannot just say use this method. It has to be defined by Toulouse, right? And what we would like, of course, is that we agree on a minimum set of questions, because that's the power of our vision. We want that every organization in Catalonia, every organization in Spain, and in the future, every organization in France, in the whole Europe, or in the whole world, reports about a set of indicators which are very basic, and that everybody responds to those questions. They are like the common minimum, elements that are in all visions of solidarity economy in the world. So things such as, for instance, salary gap, that's a critical question. Gender gaps, that's critical. All these questions are very important, and we should all fill them in. And if this is there, then any organization, any network, any region can extend beyond that and define their own questions and indicators, and that's perfectly fine. But we are strong advocates of having this minimum common set of indicators, which would allow us to, because that builds identity. Then we can say that the social and solidarity economy in Catalonia, in Spain, in Toulouse, in France, in Europe, in the whole world has something in common. May I ask? May I say that, Sergio? Listening to you, I think that what you are telling to us is that we need to have a common basis, and this common basis is really connected with our vision about social transformation. For example, for gender equality, according to me, it's normal to say, well, it's a criteria, we have to look at it. And so I believe really it's connected with our global vision of solidarity economy, or social and solidarity economy. Thank you, Laura. Merci, Laura. Est-ce que vous n'avez, j'espère que ça vous a plu. Elle est partie.
voilà, elle est partie avec son fils. Ok, peut-être Alexandra, tu veux avoir une réaction sur ce que tu as entendu? Non, merci pour la présentation, c'est quand même assez impressionnant, hein. Tu m'en avais déjà parlé, mais je ne pensais pas que c'était aussi complet que ça, parce que finalement, ça répond à plusieurs objectifs pour les organisations. Et moi, j'ai une question du coup pour Sergio. Est-ce que, Oui. il y a un turnover, c'est-à-dire, est-ce que les entreprises qui répondent annuellement reviennent facilement? Ou est-ce que finalement, parce qu'on a vu les chiffres qui progressaient, est-ce que ce sont toujours les mêmes ou est-ce que c'est des nouvelles? Enfin, en fait, quel est le taux de rotation des entreprises qui l'utilisent et est-ce qu'elles reviennent annuellement pour le mettre à jour ou est-ce qu'il a la connaissance de ça ou pas? So the question, Sergio, is if you notice that there is a turnover in the organization using the tool, or do they constantly use it year after year? Okay, very good question. And we still want to analyze it further. But we have checked the numbers in Catalonia, and there is a strong set of organizations which do it every year. I don't know the exact numbers by heart. I should look at them, but I think it's more or less half of them. Those do it every year. Then there's organizations which do it some years and other years they don't, depending on if they are very busy or who knows. And lately there's the organizations who only do it once or twice and never again. But I would say that a strong amount of organizations do it every year. And for many years, as I said, it has not been mandatory. It has not been obligatory, but next year it is obligatory. So all organizations in CHES and in REAS at the level of the whole Spanish state need to fill in this information. Of course, we know that not everybody will, and then we will have to do something about this, but in principle, it's mandatory. So we expect that from this year onwards, there's going to be almost 80% of organizations doing it every year. Ok, merci. Effectivement, peut-être je voulais donner la parole à Nature Pradat. Si vous voulez vous exprimer sur ce que vous avez entendu et si ça fait écho d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas si vous êtes toujours là d'ailleurs. On est là. Ouais, bravo. On avait coupé la caméra, mais on a écouté. Oui, c'est. Alors moi, j'étais pas trop dans ce domaine-là, donc en fait, ça m'a permis de bien comprendre du coup le parcours adresse et les systèmes qui étaient en place à Toulouse. Donc c'était extrêmement clair. Donc merci à Alexandra pour les explications. Et je suis aussi très impressionné par ce que Sergio a expliqué. Alors je ne sais pas si ça vient de la culture Catalogne et peut-être le passé anarchiste, j'en sais rien. Mais j'ai trouvé ça très impressionnant en fait, la taille et l'avancée en fait qu'ils avaient autour de ces questions d'économie sociale et solidaire. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc merci à tous. It's a pleasure. Ok. Est-ce que pardon, je me suis un peu perdue. Merci en tout cas de ces deux interventions. Je ne suis pas sûre qu'on ait besoin d'aller plus loin. Mais c'est vrai, Alexandra et Sergio, que j'imagine qu'on peut peut-être avoir d'autres temps d'interaction. Tu le sais, Alexandra, on avait, nous, le projet de tester au minimum la balance sociale. Et je me dis, dans les réflexions qu'on a avec Marc, Elias aussi, il y a quelque chose peut-être à penser. Donc, j'ai envie de laisser le champ ouvert parce que c'est beaucoup de travail. Évidemment, il faut trouver des fonds pour travailler sur des objets comme ça. Il ne s'agit pas de prendre un outil et de l'appliquer bêtement, mais au contraire de voir déjà d'où part l'outil. Est-ce que l'outil part de la collectivité locale ou il part d'une construction d'acteurs? Ça aussi, c'est intéressant, ou d'une co-construction.
voilà, je laisse le champ ouvert. Je vais peut-être vous demander de dire chacun un mot pour la fin. Je vais juste traduire pour Sergio. So Sergio, I was saying that I'm very happy that you are present and you could talk to Alexandra and Alexandra to you. And I hope we will be able to have another time together to analyze how we could imagine a cooperation. And I agree with you. It must be with trying to find the common basis we can go on together. So if you have a last word to say to us, because we will close our webinar, which has been registered, you can do it, Sergio, and thank you so much again. Well, it's been my pleasure. Thank you for inviting me. It was also very interesting to hear about the experiences in Toulouse. And as I say, of course, I play two roles in all these things. I am member of the CHESS Social Balance Committee, and I'm also a researcher in this area. As a researcher, I have a list of over 300 methods for impact measurement, and we have analyzed among 50 already very deep in detail. And so I know the big picture of this in the world, but of course today I am representing CHESS, so I was mostly explaining about what we do in CHESS, and I can say that we are indeed interested in the internationalization of the tool and helping other territories build their own methods. And as I say, we are not trying to impose the method. You have to define it. We can collaborate with you, but it's basically that I think it's more difficult to define a method than to configure the tool. But we are there to help. Thank you very much. Merci. Et Alexandra, peut-être? Le mot de la fin. Le mot de la fin, déjà, merci à Sergio pour nous avoir présenté cet outil qui est très complet quand même. Merci Bérénice pour l'opportunité du coup d'organiser ces webinaires et nous faire progresser, on va dire. Et après, je pense que c'est un sujet qui s'ouvre quand même. Et il y a plein de choses qui se font. Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions, effectivement, de à quoi ça sert. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse dans l'outil que vous nous avez présenté, Sergio, c'est que je trouve qu'il est très complet et qu'il répond à plusieurs objectifs pour les organisations de l'économie sociale et solidaire. Après, concrètement, comment on peut se l'approprier, nous, je ne sais pas. Et peut-être, j'avais une dernière question, je suis désolée. Est-ce qu'il sait à peu près à combien de temps il faut pour rentrer dans l'outil et le remplir quand c'est la première fois? So the question is, Sergio, how much time does a company, social and solidarity economy organization need the first time when she is completing balance social? According to you, according to your experience? Okay, I'm not sure, but if you give me like 10 seconds, I can ask my wife. She is also, yes. She also does this for a living, so she knows. Wait, just a second. Okay. Et oui, c'est bien le direct, hein, c'est très convivial et on est tous un peu ou dans son bureau ou à la maison, quoi. Bon, moi, je dirais 2 heures, non? Minimum, 2 heures. Je pense que plus. Une journée. Okay. Plus, il faut récupérer plein d'informations, comme il disait, pour l'électricité, pour tout un tas de choses. Mais il disait qu'il y a une courbe d'apprentissage que les années suivantes sont de plus en plus faciles. Si. So. Okay, I asked her because she is the social balance manager in Valencia, in another region, which is south of Catalonia. And she said that the first time that an organization does the basic social balance, which is not the complete one, the basic one, entering the data is 1 hour.
but they need all the documentation already in the table. If they don't have the documentation, it could take them a few days, up to a week, to collect everything. Of course, not full time, but like ask somebody to collect all the salary slip notes or whatever, the payroll. Ask somebody to, so all this management, it takes a few days, but entering the data is 1 hour, more or less. And this is the basic balance. The complete balance is more difficult because we also send a survey, a questionnaire to all workers. And of course, you have to give them a few days to fill the survey in, etc. And there's also one questionnaire for clients, one questionnaire for suppliers. So the complete social balance is much more complicated, and it could take a couple of weeks or 3. But the basic one is quite quick. Ok, donc ce qu'il dit, c'est qu'il faut rappeler, il y a les deux, il y a le basique et le complet. Le complet va bien plus loin parce qu'il envoie des questionnaires à tous les employés, mais aussi tous les fournisseurs ou des clients. Donc ça peut prendre des semaines de récolter les données et de les saisir. Voilà. Mais le basique, saisir la donnée, c'est qu'1 heure, mais le plus long, c'est de les récolter. Et il dit en moyenne, c'est 1 semaine, pas à plein temps. Par exemple, sur les salaires, voilà, sur la diversité, sur la source de l'énergie, tout un tas de choses, quoi. Très bien, merci. Je pense qu'on va s'arrêter très tranquillement. Le webinaire est terminé. Juste comme j'ai un petit peu raté le début d'Alexandra, parce que j'ai oublié d'enclencher, et Marie-Françoise me l'a rappelé, qu'il fallait enregistrer. Alexandra, est-ce que, juste de manière purement technique, est-ce que tu peux redire qui tu es pendant 30 secondes? Je ferai un montage après. Donc, bonjour, moi c'est Alexandra Vélan, je suis chef de projet en innovation sociale et en économie solidaire à la métropole de Toulouse. Je suis rattachée à la direction de l'action économique. D'accord. And Sergio, I'm sorry, could you present yourself again, because I forgotten at the beginning to register, so I haven't your presentation at first. Could you say just your name and your function very quickly, and then we will finish the webinar. Thank you. Of course. Thank you. Well, I am Sergio España. I am member of the Social Balance Committee in the CHES network of Social Solidarity Economy of Catalonia. Thank you so much. So please, Sergio and Alexandra, if you can send me by email the resources you have used during this webinar, please do it, because we will share this with all the persons who are attending this webinar today. Et bravo à Marie-Françoise, et je me souviens plus de ton prénom, pardon, d'avoir assisté au webinaire. C'était très bien vos interventions. On a beaucoup appris. Ouais. Au plaisir de vous recroiser très vite. Et à très belle fête à vous et à l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Belle fête, bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.